Affaire dite détenus politiques. En attendant leur retour à la procédure judiciaire en cours, les avocats de la défense se lancent dans une sorte de bataille médiatique provoquée par le ministère de la Justice. Le garde des Sceaux a déclaré la semaine dernière que les conditions de détention sont bonnes dans les prisons guinéennes et que les droits des détenus sont respectés. Les avocats des prisonniers politiques ont systématiquement démenti cette communication officielle. Et puis on parlera Covid-19 avec l'arrivée hier soir d'une autre quantité de Sputnik 5, ce vaccin russe jugé efficace contre le coronavirus. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence par le chapitre Histoire politique de la Guinée avec ces réformes que le régime militaire avait envisagées à la suite de sa prise de pouvoir en 1884. Parmi les secteurs dans lesquels le pouvoir de l'ancien Conté avait donné des nouvelles orientations majeures figurent l'économie, les mines, l'agriculture ou encore l'artisanat et le tourisme. Mamadou Tanouba a fouillé dans les archives de 1985 et retrouvé pour nous les explications de quelques ministres d'alors comme Mohamed Traoré de la communication et son homologue de l'industrie Richard Haba. Suivez son dossier grand format. Au lendemain de la prise du pouvoir par l'armée en 1984, le gouvernement de Lansana Conté ambitionnait d'ouvrir le pays vers une économie libérale concurrentielle. Les nouveaux dirigeants du pays nouvellement sortis du système révolutionnaire après la mort de Sékou Touré veulent donner une nouvelle dynamique à l'économie locale. Al-Hussein Fofana était l'un des ministres du gouvernement Conté de 1985. Produire des produits agricoles qui serviront à alimenter nos industries locales. Parce qu'il faut effectivement valoriser nos produits. Tels que la banane, le café, l'ananas. Le troisième objectif, en fait, c'est les produits d'exportation. Vous savez, en 1958, la Guinée était l'un des premiers pays exportateurs de bananes. Mais à l'heure actuelle, nous n'arrivons même pas à satisfaire les besoins nationaux. Donc nous sommes obligés de reprendre petit à petit la production de bananes et d'ananas pour l'exportation. La situation de l'économie guinéenne est déficitaire. En 1985, il comptait 40 unités industrielles et 10 projets. Les autorités misent sur ce secteur pour accélérer le développement du pays. Richard Haba était le ministre du développement industriel d'alors. La réhabilitation des unités concernées, mais surtout la restructuration du secteur industriel, dans le sens de lui donner des bases de fonctionnement réguliers. En ce qui concerne l'avenir, il s'agira en fait de développer de nouvelles filières. Et ces filières ont pour nom agro-industrie, industrie des matériaux de construction et dans une certaine mesure les industries qui vont mettre en valeur nos énormes ressources en or et en diamant. Il s'agira également de promouvoir la création de nouvelles centrales électriques pour résoudre un problème fondamental que nous avons aujourd'hui, les déficits énormes en énergie. Le pays a la chance d'être ouvert à l'océan Atlantique. Les îles de l'Os constituent la vitrine de la capitale Conakry. Ces bandes de terre au milieu des eaux salées sont des trésors pour le tourisme de luxe. Mohamed Traoré, ministre de la Communication, en est conscient. Dans ces conditions-là, nous voulons créer chez nous, si vous voulez, ce que j'appellerais un peu le tourisme de luxe. Non pas des gens qui viendraient pour montrer à notre peuple, disons, ce qu'ils ont peut-être de valeurs qui ne soient pas propres à l'humanité, mais de faire en sorte que ceux qui viennent soient des gens, disons, qui ont un sens très large, n'est-ce pas, des valeurs humaines, et que par ce contact-là, justement, ils puissent transmettre
à notre peuple ce qui se passe chez eux, les pratiques de chez eux, sans pour autant apporter atteinte au tissu moral de notre société. Le secteur de l'hôtellerie est confié aux étrangers. Pour preuve, Michel Durand était directeur général du Grand Hôtel de l'Indépendance, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. La quasi-totalité de nos clients que nous recevons sont ce que nous appelons des hommes d'affaires. Les autres sont des représentants de compagnies multinationales, de groupes financiers, de banques, d'assurances, etc. Et nous avons également des clients qui sont délégués par les organismes internationaux. Jean-Pierre Poutot, président du Conseil des investisseurs français en Afrique dans les années 80, savait que les réformes engagées par Lansana Conté et son équipe allaient aboutir. Mais comment? C'est une aventure passionnante, très difficile. Elle sera sans doute un peu longue, mais je pense que si les pouvoirs publics guinéens confirment leurs orientations, si le peuple guinéen comprend bien ce que son gouvernement souhaite faire, on devrait, dans les années qui viennent, arriver à normaliser les échanges, laissant dans ces échanges la grande responsabilité aux pouvoirs publics guinéens, à leur secteur nationalisé, laissant aux commerçants guinéens et aux hommes d'affaires guinéens de larges possibilités pour se développer, et puis essayer de voir comment avec les intérêts économiques étrangers on peut coopérer, car un pays moderne ne peut pas vivre en circuit fermé. Le ministre Mohamed Traoré à cet effet interpellait le Guinéen à l'effort individuel. C'est de faire en sorte qu'aujourd'hui tous les Guinéens soient réellement conscients de l'état de leur pays et qu'ils se disent surtout que pour la réalisation de leurs aspirations, quelle que soit la volonté des pays amis, des pays frères, il faudrait que le peuple sache compter d'abord sur lui-même, sur ses propres efforts pour pouvoir réaliser justement son programme de développement. Après donc 24 années de règne, Lansana Conté et son équipe ont réussi à éponger de la conscience du Guinéen la dictature du régime révolutionnaire, mais pour ce qui était de la réforme économique, son régime s'est finalement heurté à la cupidité, la corruption et l'inconscience de plusieurs cadres qui ont mis leur intérêt devant ceux du pays. Le collectif des avocats des détenus politiques a, dans un long communiqué de presse, tenté de détricoter la déclaration du ministère de la Justice. Vous le savez, ce dernier a laissé entendre vendredi soir que les conditions de détention sont bonnes dans les prisons guinéennes et que les droits des prisonniers sont respectés. Ansoubaïlo Baldé s'est intéressé à la déclaration réponse des avocats des détenus politiques. Suivez son décryptage. C'est le vendredi soir à la télévision nationale que le communiqué du département de la justice a été rendu public. Dans l'audit communiqué, le garde des Sceaux rappelait les conditions de détention et de procédures judiciaires liées aux détenus dans les prisons guinéennes. Allusion faite aux détenus politiques dont les conditions de détention sont souvent dénoncées par leurs avocats. Selon le communiqué du ministère, tout est mis en œuvre pour le respect strict des conditions de détention des prisonniers. Cette sortie du département de Mori Doumbouya a fait réagir les avocats des détenus politiques constitués en collectif. En réponse, ils ont brièvement rappelé quelques éléments de fait et de droit qui contredisent systématiquement la déclaration du ministère de la Justice. Sur le sujet relatif aux faits, le collectif a commencé par ce qu'il appelle la surpopulation carcérale observée à la maison centrale de Conakry. Il a ensuite rappelé les cas de mort qui y sont enregistrés, les contaminations au coronavirus, les hospitalisations récurrentes des détenus politiques. Le collectif note également ce qu'il qualifie de restriction illégale, voire une interdiction au droit de visite des prisonniers.
Sur le droit, le collectif des avocats rappelle que c'est la violation systématique des dispositions du Code de procédure pénale et des normes internationales qui garantissent les droits fondamentaux des citoyens qui a conduit à l'arrestation et à la détention provisoire prolongée de ses clients et par ricochet à cette polémique sur l'état de santé de ces derniers ou encore sur leurs conditions de détention. Dans le même communiqué réponse, le collectif des avocats s'appuie sur la réalité sanitaire, politique, économique et sociale qui prévaut dans le pays pour dire que le ministère de la Justice devrait plutôt reconnaître le droit à la présomption d'innocence des détenus politiques et travailler à leur libération définitive ou du moins à leur libération conditionnelle en attendant le procès, ce conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale. En résumé, le collectif pense que le communiqué du ministère de la Justice sur les conditions carcérales des détenus politiques et d'opinion est totalement faux. La Guinée continue de renforcer son dispositif de lutte contre le coronavirus grâce notamment à l'appui de ses partenaires comme la Russie. Hier soir, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a encore reçu une importante quantité de doses du vaccin russe Sputnik 5. En ce bal Bali, nous commente ces images nos confrères de la RTG. Suivez. La Guinée et la Russie marchent sur le même chemin pour lutter contre le coronavirus. Sur commande des autorités guinéennes, une quantité de médicaments russes a été réceptionnée ce lundi soir à l'aéroport de Conakry-Bessia. Elle est composée de 10 000 doses de vaccins Sputnik 5, 4 000 seringues et d'autres matériels d'équipement pour le personnel de santé. L'acheminement de ce lot de médicaments a été assuré par la société Russal sous la supervision du vice-ministre russe des Affaires étrangères. Mikhail Bogdanov, accompagné d'une forte délégation de la Russie, a été accueilli par les autorités guinéennes. Guinéens et Russes ont tous exprimé leur satisfaction des relations qui existent entre les deux pays depuis l'indépendance. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer tous qui sont présents ici avec un événement majeur dans les relations russes-guinéennes. Des livraisons des médicaments et des consentibles pour le diagnostic et le traitement de la maladie périlleuse de la pandémie de la Covid-19 qui sont vraiment très prisés aujourd'hui, qui sont organisés grâce au service fédéral russe de la prospérité humaine et des droits de consommateurs et grâce à la société Russal. Je tiens à souhaiter la bienvenue en République de Guinée à M. Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président Vladimir Poutine pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et c'est sur requête de son Excellence le professeur Alpha Condé que le président Vladimir Poutine a dépêché son vice-ministre en Guinée pour une visite d'amitié et de travail, mais aussi porteur d'une assistance médicale en matière de vaccin Sputnik 5 contre la Covid-19. Le vaccin russe Sputnik 5 devra permettre à la Guinée de faire face au combat contre la pandémie mondiale, le coronavirus. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a cité le contenu de la livraison de médicaments. On a reçu une quantité de vaccins que nous avons commandés à la Russie. Et il y a aussi des tests de diagnostic et des seringues et d'autres matériels d'équipement que nous venons de recevoir, mais tous dans le cadre de la riposte contre la maladie qu'on appelle le coronavirus. Un autre lot de médicaments sera encore acheminé vers la Guinée, toujours par les partenaires russes, promettent les autorités des deux pays. Nouveau massacre au Niger, on y déplore plus de 130 morts. Ce sont des camps de nomades qui ont été ciblés par des djihadistes opérant dans la région de Tawa. Suivez ce reportage de nos confrères de TV5. Une étendue désertique. La région de Taoua, proche de la frontière malienne, est isolée. Les informations remontent au compte-gouttes. Pas d'image authentifiée, mais une déclaration du gouvernement nigérien. L'attaque qui a ciblé des populations civiles et entraîné la mort de 137 personnes et de nombreux blessés est la 4e du genre.
Arrivés à moto, des dizaines d'hommes armés ont pris pour cible plusieurs campements de nomades. Pendant longtemps, seules les forces armées de l'État étaient visées. La situation est en train de prendre un autre tournant, consistant également à s'attaquer aux populations civiles. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce mode opératoire a changé? Donc c'est aussi des réflexions qu'ensemble avec le gouvernement, avec tous les autres acteurs, nous allons désormais mettre sur la table. La région de Taoua, mais aussi celle de Tillabéri. Le 15 mars dernier, des djihadistes présumés prenaient d'assaut des véhicules qui rentraient du grand marché de Banibangou. 66 morts. Il y a quelques jours, des renforts militaires étaient envoyés sur place, dans la zone dite des 3 frontières. Le groupe État islamique et ses affiliés y intensifient leur présence. En matière de renseignement, les assaillants ont une longueur d'avance sur l'armée. Faudra-t-il changer de stratégie? Pour certains, le gouvernement devra se résoudre à établir des canaux de discussion. Il y a de nouveaux acteurs qui émergent et il faudra donc à ce moment-là que les pouvoirs publics aient le courage de reconnaître ce fait-là. Ce mardi, le Niger entame un deuil national de 3 jours. Incendie spectaculaire au Bangladesh, bilan 15 morts, 400 disparus et des milliers de déplacés, sans compter les dégâts matériels. C'est le 3e du genre en 4 jours, visant essentiellement les camps des réfugiés Rohingyas établis provisoirement à Balukhali dans le sud-est de Bangladesh. Suivez. 8 heures après le début de l'incendie, le feu fait toujours rage. Dans le chaos du camp de Balukhali, dans le sud-est du Bangladesh, amateurs et humanitaires filment le calvaire de ces réfugiés Rohingyas. C'est le 3e incendie en 4 jours. Dans la panique, certains tentent de sauver leurs effets personnels, tandis que d'autres ont perdu l'essentiel. Je ne trouve ni mes enfants, ni mon mari. Le nom d'un de mes enfants est Mamoun et l'autre est Roubiya. Le nom de mon mari est Anoumadji. Selon un bilan provisoire, les flammes ont fait au moins 15 morts, 560 blessés, 400 disparus et plus de 45 000 déplacés. L'incendie s'est déclaré dans l'un des 34 camps avant d'en ravager 2 autres. Écrasés par des colonnes d'épaisse fumée, les pompiers s'activent en vain. Nous avons essayé d'éteindre le feu, mais nous luttons contre les nombreuses bouteilles de gaz de cuisine. Nous essayons de surmonter ce problème pour combattre cet incendie. En janvier dernier, 2 autres grands incendies avaient détruit des centaines de maisons et au moins 4 écoles. Face à la récurrence de ces drames, le représentant des Rohingyas a demandé une enquête immédiate. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. Grand merci à Cheikh Ahmed Kav pour le cadrage, Mamadouba Kamara à la régie, merci à Mbalia Kamara pour le maquillage, Moumelamine Touré, Kierna Madoubari, bonsoir.